Bonjour tout le monde, bienvenue à notre événement virtuel de la Maison du développement durable. Merci pour votre patience. On était en train d'installer, connecter notre Facebook Live, puis ben, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Alors, on prenait le temps de voir c'était quoi les petits pépins techniques, les joies d'être sur Zoom. Je suis Raphaël Dufresne, responsable des programmes à la Maison du développement durable, puis je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour l'événement des investissements, comment votre argent peut vous aider à réduire votre empreinte carbone. C'est un événement qui est organisé par le projet de la réalité climatique Canada et ce sera assurément un webinaire super intéressant et informatif sur le désinvestissement des énergies fossiles. On vient tout juste de tenir le même événement, mais en anglais, et ça a été très intéressant. Alors, on est heureux de vous accueillir pour le webinaire en français maintenant. On reçoit plusieurs acteurs et actrices qui viennent de différents secteurs, puis viennent nous parler de leurs expériences dans le domaine, puis des actions qu'on peut mener pour décarboner notre économie puis nos sociétés. On est en direct sur Zoom en ce moment, puis on est en train d'essayer de se connecter sur Facebook. Alors, peut-être que plus tard durant la présentation, on sera sur Facebook. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires sur les deux plateformes, écrivez-nous, puis on va y répondre plus tard pendant la conférence. Puis avant de débuter, on veut reconnaître et remercier les nations Haudenosaunee et Anishinaabe pour leur hospitalité, puisque je m'exprime aujourd'hui de Tiohtià:ke, communément appelé Montréal, qui est un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Le projet de la réalité climatique et la Maison du développement durable reconnaissent, honorent et respectent ces nations en tant que gardiennes traditionnelles de ces terres et des eaux sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Quelques mots sur la Maison du développement durable, qui est un carrefour d'échanges, de réflexion et d'innovation sur le développement durable. C'est avant toute chose un bâtiment écologique démonstratif ayant la plus haute certification environnementale, LEED Platine Nouvelle Construction, qui a la volonté d'inspirer les citoyens, les citoyennes, les experts, les expertes et les élus afin de créer des synergies entre les membres, les locataires et les groupes de la société civile. Pour soutenir leurs actions, puis offrir une programmation d'activités dans le cadre de cette programmation-là qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire. Puis je vous invite à nous suivre dans les prochains temps puisqu'on aura plusieurs autres événements durant notre saison de la programmation. Puis finalement, avant de débuter, j'aimerais remercier nos précieux partenaires, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation de la Maison du développement durable, et la Ville de Montréal. Je vous souhaite un bon événement, puis je passe maintenant la parole à Dean Evangeliou, qui va vous dire quelques mots sur le projet de la réalité climatique Canada. Merci, bon événement. Hein, salut à tous et merci Raphaël. Oui, je m'appelle Dean Evangeliou et je suis le directeur de campagne nationale pour le projet Réalité climatique Canada. Le projet Réalité climatique Canada a été créé en mai 2007 dans le but d'informer les Canadiens sur la science et l'impact des changements climatiques, ainsi que leurs solutions. Sur le modèle du projet de la réalité climatique, ou Climate Reality Project, fondé par l'ancien vice-président des États-Unis et lauréat du prix Nobel, Al Gore, le principal moyen de diffusion de ces informations est toujours assuré par la formation de leaders de la réalité climatique, issus de tous les milieux, régions, secteurs et groupes démographiques autour du monde. Les leaders de la réalité climatique donnent des versions adaptées du présentation de Mr. Al Gore, telles que présentées dans le documentaire An Inconvenient Truth. Le projet Réalité climatique Canada s'engage également dans un travail de campagne dans tout le pays, au niveau fédéral, provincial et municipal, œuvrant pour des solutions solides à la crise climatique et pour la justice climatique. Alors, je vais maintenant vous passer à notre modératrice, Chloe Adams, la consul générale du Royaume-Uni à Montréal. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier la Maison du développement durable et le projet de réalité climatique du Canada de m'avoir choisi comme modératrice. Je suis Chloe Adams, je suis la consul générale du Royaume-Uni à Montréal. Ça veut dire que je représente le gouvernement du Royaume-Uni au Québec. Et le Royaume-Uni est évidemment la présidente de la COP 26. Et nous sommes très heureux d'organiser cette conférence qui a été reportée, mais qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021. Et l'ambition de cet événement est vraiment d'augmenter l'ambition climatique, d'assurer une relance verte après la pandémie et de créer une économie
résiliente et zéro carbone. Pour atteindre le net zero, et au Royaume-Uni, on a adopté une loi pour notre engagement au net zero d'ici 2050. L'économie entière, chaque entreprise, chaque assureur, investisseur, chaque banque doit changer leur façon de fonctionner. Et on a besoin des niveaux d'investissement, excusez-moi, des niveaux d'investissement dans les technologies bas carbone sans précédent. Il faut accélérer la transition énergétique du charbon vers l'énergie propre. Nous, à la COP, nous demandons au gouvernement et aux entreprises à s'engager à mettre fin au financement du nouveau charbon, à se joindre à l'alliance Powering Past Coal que nous avons fondée avec le Canada il y a quelques ans et à doubler le déploiement de l'énergie verte. Donc, dans ce contexte, j'ai hâte d'entendre la discussion entre nos panélistes sur le désinvestissement des énergies fossiles et l'investissement durable. Et c'est mon grand plaisir d'inviter les panélistes de se présenter. Donc, pourriez-vous nous dire votre nom et votre organisation? On commence avec Sylvain. Merci Chloé. Bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvain Carl. Je suis directeur senior chez Second News. Second News est une agence d'innovation et d'impact social et environnemental. Et je suis attaché à la branche Second News Capital, donc la branche qui se spécialise dans les investissements. Merci. Et puis Pierre. Bonjour, Pierre Bélanger. Je suis directeur général de la Fondation de l'UQAM. L'UQAM étant une des principales universités au Québec, je crois qu'on est la 3e ou la 4e, avec 40 000 étudiants à peu près par année qui participent à nos différents programmes. Je suis en poste depuis 5 ans et j'ai été embauché en particulier pour m'occuper de la campagne majeure de notre université, une campagne majeure de 100 millions de dollars. Merci beaucoup. Bon, on va commencer peut-être avec les concepts de base. Comment définiriez-vous le désinvestissement des énergies fossiles? Ou y a-t-il d'autres termes que vous préférez utiliser pour ce concept? Sylvain? Certainement. Puis je vais vous partager juste une page de mon écran là, pour illustrer le concept ici. Effectivement, je pense qu'il faut commencer. On passe de l'investissement traditionnel à l'investissement responsable, à l'investissement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se désinvestir des énergies fossiles, c'est de ne pas permettre que les leviers financiers soient utilisés pour aller extraire essentiellement du pétrole et toutes les activités qui sont reliées ou dérivées de ça. Donc, dans les investissements traditionnels, on n'avait pas la considération des impacts négatifs. On mettait en premier le retour financier au-dessus de toute autre considération. Et là, avec l'évolution de la réflexion autour de l'investissement responsable qui est je vais éviter les risques et l'investissement durable qui est non seulement je vais éviter les risques, mais je vais aussi avoir des considérations sur les bénéfices. Puis, la prochaine génération, qui est celle qui est en émergence, qui est l'investissement d'impact, c'est en plus de ne pas gérer les risques, de ne pas prendre ces risques-là et de ne pas soutenir certaines activités qui ne sont pas éthiques ou que je ne reconnais pas, je vais aussi favoriser l'investissement dans les solutions qui vont nous amener de manière positive vers un changement. Et donc, je pense qu'il faut considérer l'ensemble de ce spectre des possibles quand on a la conversation. Et je pense qu'au Canada et au Québec, on a la chance peut-être d'avoir une économie qui est souvent où l'innovation est un des moteurs de développement économique. Donc, il faut vraiment, je pense, considérer, arrêter d'investir dans certains secteurs, mais aussi prendre ces investissements-là puis les diriger vers des solutions positives ou une direction qui peut nous amener encore plus vite vers régler certains aspects de la crise climatique, parce que je pense pas qu'on va tout régler, mais certainement, c'est à considérer.
Parfait. Et Pierre, voudriez-vous ajouter des points à cette définition que Sylvain nous a donnée? Petit micro. Écoutez, nous, on a préféré une définition très simple pour nous. Ce qu'on voulait surtout, c'était faire une déclaration de principe. Alors, pour nous, on a tout simplement décidé que c'était les compagnies dont l'activité majeure était la production ou l'exploration de l'énergie fossile, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, pour ne nommer que ceux-là. Ça n'a pas été pour nous un désinvestissement, on pourrait dire, majeur, parce qu'on avait uniquement 10% de notre capital d'environ 40 millions. On détient à peu près 40 millions en placement. Donc, c'était tout simplement de faire en sorte d'interdire et de marquer dans notre politique aussi de placement qu'il était impossible pour nous de détenir à l'avenir des actions, des placements dans ce secteur de l'énergie. Alors, c'est une décision qui a été simple, qui représente, et il faut dire aussi, chez nous, on n'a pas de département d'ingénierie à l'UQAM. C'est une des seules facultés que nous n'avons pas. Alors, on voulait vraiment faire une déclaration de principe, je pense, qui était importante. Et donc, on a décidé de le faire assez simple parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres façons aussi de le faire, comme je me suis fait dire aussi par d'autres collègues de d'autres universités qui considèrent qu'il y a des façons plus peut-être, en tout cas, moi je pense que ça mérite un débat là, plus efficace de le faire. Parfait. Et Pierre, compte tenu des ressources et de l'influence détenue par les entreprises de combustibles fossiles, comment le désinvestissement des fonds des universités, des retraités, etc., peut-il avoir vraiment des impacts? Vous savez, moi, j'ai déjà fait de la politique et puis je suis assez sensible à certaines réactions. Quand je vois qu'il y a beaucoup de réactions à une action qu'on fait, c'est que cette action a un impact ou elle fait mal. Je peux vous dire que même si on est une petite université et que, bon, il faut le dire, 4 millions sur l'ensemble du marché financier, c'est rien. Mais j'ai eu pas mal de réactions. Je ne me suis pas fait beaucoup de nouveaux amis dans certains secteurs de l'industrie. Alors, je peux dire donc que l'impact, même s'il est symbolique, il est important. Et pour nous, c'est une fierté à l'UQAM de dire qu'on est la première université canadienne à l'avoir fait. Et on pense même qu'on est la première université nord-américaine à le faire. J'ai cherché des précédents ou d'autres universités aux États-Unis qui avaient indiqué dans leur politique de placement qu'ils ne pouvaient détenir d'actions dans ce domaine. Je pense qu'on est les premiers. Donc, moi, je pense que c'est au niveau des principes, au niveau de la déclaration. Je crois que ça a un impact juste à voir la réaction que j'ai obtenue. Parfait. Sylvain, voudriez-vous ajouter quelque chose à ça sur les impacts des actions par les universités, etc.? Oui, je pense que c'est pas pour rien qu'on voit les fondations universitaires et dont celle de l'UQAM, dont je salue le parcours, de prendre l'avant parce que c'est un engagement qui est aussi basé sur les valeurs et sur les missions des organisations. Et c'est pas pour rien qu'on voit les organisations qui ont des valeurs peut-être un peu plus ancrées solidement sur les principes qui sont sous-jacents à cette décision-là de décider de se désinvestir. On le voit aussi dans les fondations. Je pense qu'au Canada, on peut parler de la Fondation McConnell, on a la Fondation Trottier, qui sont des grandes fondations philanthropiques qui ont pris ces décisions-là d'investissement depuis maintenant plusieurs années. Et ce qu'on commence à voir aussi, c'est que, un exemple récent, les caisses de retraite, donc les caisses de travailleurs qui prennent en considération le risque réel, parce qu'ils ont une responsabilité fiduciaire envers les retraités, le risque d'investir comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Donc, on s'en va vers un réchauffement de 4, 5, 6 degrés et qui ne gèrent pas les conséquences de ne pas faire ces changements-là. Et donc, c'est les gens qui ont une perspective plus longue, ceux qui engagent des actuaires et des économistes qui ont une perspective sur 20 ans, 40 ans, 60 ans, commencent à dire aux compagnies d'énergie fossile, tout le pétrole qu'il y a dans le sol que vous considérez comme un actif positif qui devrait nous dire que vous êtes une bonne compagnie avec une valeur sûre, nous, on pense que c'est un trop grand risque parce que si vous sortez ce pétrole-là de la Terre, vous allez casser la planète, vous allez faire une catastrophe. Et donc, on ne va pas vous le compter comme un actif positif, on va le compter comme un actif négatif
que si vous ne prenez pas la bonne responsabilité avec ça, vous allez causer du trouble pour l'ensemble de la population et des conséquences sociales, environnementales, économiques désastreuses. Et donc là, on commence à voir dans les dernières années vraiment un changement de cette mentalité-là, de dire, bien, vu qu'on a des réserves limitées et que notre planète est en train de souffrir de cette utilisation effrénée, hein, c'est le contraire du développement durable, c'est le développement à outrance, ben, on ne peut plus vous évaluer positivement de manière même financière. Et donc, oui, les grands fonds de placement, on parlait de la Caisse de dépôt, je pense à Fonds d'action, FTQ ici au Québec, vont de plus en plus poser ces questions-là et gérer leurs actifs de façon responsable, mais en allant chercher à maximiser. En fait, on est rendu tellement loin que ce n'est même plus une question d'opinion politique. Juste d'un point de vue financier, ce n'est pas une bonne gestion d'investir dans les énergies fossiles. Fait qu'on est rendu là. Ça fait 40 ans qu'il y a des mouvements écologistes au Québec qui nous disent on va se rendre là un jour. Bien, je vous le dis, on est rendu là depuis quelques années déjà. Puis c'est juste une question que certains sont en avance, comme la fondation de l'UQAM. D'autres vont suivre la parade, puis d'autres vont être en retard. Mais on est probablement dans les 5 années ou les 10 ans, la décennie où c'est en train de se passer. Parfait. Et Sylvain, je vais rester avec vous pour l'instant parce que je pense que ce serait intéressant pour les auditeurs de peut-être comprendre dans un petit peu plus de détails votre organisation Second Muse. Qu'est-ce que vous faites plus spécifiquement pour apporter des changements? Mm-hmm. Bien, l'approche de Second Muse, quand on considère l'ensemble de ce qui se passe dans une économie, bien, c'est sûr que les grands groupes financiers ont un impact et un point important, mais ce qu'on croit aussi, c'est que les actions, les petites actions qui deviennent grandes ou les petites compagnies qui deviennent des grandes compagnies ou les petits projets qui deviennent des grands projets ont aussi beaucoup de poids positif pour l'humanité et pour la planète. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec différentes sociétés puis différentes organisations pour les aider à utiliser l'innovation comme un impact positif pour les humains et pour l'environnement. Donc, non seulement trouver des façons d'avoir des discussions puis des conversations au travers de certains sujets comme celui qu'on a aujourd'hui, mais aussi d'aller accompagner puis épauler les entrepreneurs qui vont porter des projets, qui vont amener des solutions. Un bon exemple, par exemple, avec l'État de New York, on travaille sur un projet où on accompagne les chercheurs, les gens qui sont des ingénieurs à faire des recherches sur les technologies propres, donc les technologies pour le climat. Souvent, c'est difficile quand on est à l'université de sortir du laboratoire universitaire et de commercialiser une nouvelle solution, par exemple, qui irait chercher du carbone directement dans l'air, ce qu'on appelle carbon capture en anglais. Donc, d'accompagner les paliers publics, les compagnies privées et les individus qui innovent à travailler ensemble pour amener au marché, parce qu'on pense que le levier financier sont encore très important et nécessaire dans l'action contre la crise climatique. Donc, d'amener leurs solutions sur le marché. Donc, nous, on travaille avec des très petites compagnies privées, pas avec des compagnies publiques, mais c'est souvent 2-3 chercheurs de l'UQAM, de Concordia, de l'ETS, de différentes universités ou des gens qui ont quelques années de métier et qui se disent « Ah, il me semble qu'il faudrait faire les choses différemment » et qui s'engagent à le faire au travers d'un parcours entrepreneurial. Donc, on accompagne vraiment les gens à dire « Bien, vous pouvez être des entrepreneurs, ça s'apprend. » Et vous aurez un plus grand impact en tant qu'entrepreneur que tout seul dans votre coin. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant avec les femmes et les hommes dans les différentes communautés où on est actif. Parfait. Et Pierre, à votre avis, quelles sont les meilleures pratiques et les solutions pour garantir que les institutions désinvestissent des combustibles fossiles et investissent de manière durable? Écoutez, les meilleures pratiques, je ne pourrais pas vous dire dans le sens que je ne me considère pas comme un expert. Je pense que mon expertise est tout simplement le fait qu'on est la première université ou la première fondation à l'avoir fait. Alors, ce qui fait de moi l'expert, puisque je suis tout seul dans mon domaine,
Mais je vous dirais, la première chose à faire, c'est peut-être convaincre notre université d'arrêter de demander des rendements de fous à leur fondation. Moi, quand on a décidé à la fondation de faire ça, il y en a qui m'ont dit, écoute, t'es fou, tu n'arriveras pas à faire de l'argent, tu vas perdre de l'argent, vous allez mettre en péril vos investissements. Mais écoutez, j'ai des nouvelles pour tout le monde. Avec la crise que tout le monde, la pandémie, on a connue, nous sommes la fondation à peu près qui a été la moins impactée parce qu'on n'avait pas d'énergie fossile. Et on a même récupéré toutes les pertes qu'on a eues depuis le début de la pandémie et plus. Donc, et le même rendement qu'on demandait à notre gestionnaire de compte auparavant, eh bien, notre gestionnaire de compte, parce qu'on a fait ça avec notre gestionnaire de compte, a réussi à obtenir le même rendement qu'il avait auparavant. Donc, nous, on est contents parce que c'était un défi. Certains avocats de malheur nous avaient prédit, je veux dire, vraiment de la difficulté. On ne l'a pas eu. Ça a été pour nous assez facile. Et je crois qu'il est possible de protéger notre capital, de faire fructifier notre capital avec des investissements qui sont différents. C'est, je crois, la chose qu'on a tenté d'établir, qu'on a expérimenté. Et je peux vous dire qu'à date, on est excessivement fiers, en tout cas, de ce qu'on a réussi. Oui. Puis, bien, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une évolution. Si on recule, certains gestionnaires de fonds, moi j'aime bien l'expression, ils conduisent en regardant dans le rétroviseur arrière. Donc, ils vont prendre l'économie des ressources naturelles, qui était l'économie première du Canada au 20e siècle, pour parler que du Canada et du Québec. Mais l'économie du 21e siècle, c'est l'économie du savoir, c'est l'économie numérique. Et donc, ça ne fait pas de sens, juste dans ce spectrum-là, dans ce spectre des possibles, de dire, bien, ce qui a toujours été la bonne façon de faire va être pour les 100 prochaines années la bonne façon de faire. Non, on a tous les signaux qui nous disent que ce n'est pas la bonne façon de faire. Ils sont vrais d'un point de vue scientifique, puis on a ces démonstrations-là, le rapport du GIEC nous le dit de façon très, très claire et évidente, mais ils sont vrais aussi de façon macroéconomique. Le secteur en croissance à Montréal dans la dernière année, ce n'était pas les ressources naturelles, ni même au Québec, c'était les secteurs de technologie de l'information, de la santé. Donc, c'est tous des secteurs où la matière première, ce n'est plus les matières naturelles, c'est la matière grise. C'est dans les cerveaux des Canadiens et des Canadiennes quelle est la valeur aujourd'hui. Puis c'est ça qu'il faut mettre en place. Fait que je pense qu'on a comme plusieurs bonnes raisons de se désinvestir des énergies fossiles, incluant celle-ci qui est de dire, bien, on est dans un changement d'époque aussi, dans un changement j'oserais le dire, de paradigme, parce que ce qui crée de la valeur aujourd'hui, ce n'est pas tant d'extraire une ressource et de la transformer. Oui, il y a des gens qui font encore de l'argent avec ça pour un bout de temps, mais il y a vraiment eu un déplacement et c'est ça que j'aimerais mettre de l'avant aussi. Je pense que c'est une conversation qu'on a besoin d'avoir comme société. C'est de se dire, il y a le risque pour la planète et les conséquences pour la planète, mais aussi le risque pour notre propre économie. Est-ce qu'on veut être les derniers dans cette économie du savoir-là ou on veut être les premiers? Mais je pense qu'on est super bien placés pour être les premiers. Les gens de Montréal International qui ont gagné d'ailleurs la meilleure agence de développement économique là, au monde récemment, vantent Montréal pour ses universités, ses centres de recherche, pour essentiellement les cerveaux des Montréalais et des Montréalaises. C'est ça notre ressource naturelle première, puis c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais on ne réussira pas à le faire parce qu'il y a une transition puis une transformation. On ne réussira pas à le faire en laissant tout notre argent ou une partie importante de nos leviers financiers dans les énergies fossiles non plus. Pierre, plus généralement, plus globalement, pouvons-nous réellement apporter des changements dans nos systèmes actuels ou avons-nous besoin d'une approche plus systématique du problème? Question assez philosophique. Je vous dirais, vous savez, je trouve pas ça si compliqué que ça, dans le fond. Nous, la réflexion qu'on a faite chez nous, c'est, écoutez, il y a un consensus dans la société qu'il n'y a pas d'avenir pour la planète avec l'énergie fossile. Alors, pourquoi demanderions-nous à nos donateurs de placer leur argent dans quelque chose qui n'a pas d'avenir? C'est un peu, écoutez, c'est bête, hein, comme réflexion, mais c'est la réflexion qu'on s'est dit. Et nous, on commençait une campagne majeure au moment où on a pris cette décision-là. On a dit, si tout va bien avec notre campagne majeure, on va recevoir des millions. Alors, si on a à faire un move ou une déclaration, c'est de le faire tout de suite parce qu'on va placer maintenant notre argent pour jusqu'à la prochaine campagne majeure.
Et pour nous, ça a été vraiment tellement naturel comme réflexion. Quand j'ai lancé ça au comité de finances, le comité de finances trouvait que c'était une bonne idée. On a envoyé ça au comité de placement, au CA de l'université. Et vous savez qui est le président du CA de notre fondation? Pardon, ce n'était pas au CA de l'université qu'on l'a envoyé, mais au CA de la fondation. Qui est le président du CA de la fondation? C'est M. Jean-Marc Eustache, qui est PDG d'Air Transat. Donc, vous savez, sa compagnie dépend du pétrole. Et voyez-vous, il a voté pour, il trouvait que c'était une excellente idée. Donc, c'est rien pour vous dire qu'on peut vraiment convaincre les gens. Et je crois que les gens, dans le fond d'eux-mêmes, savent que c'est la bonne chose à faire, que c'est une tendance lourde. Et les banques suivent dans le sens que de plus en plus, on a des produits intéressants, même pour monsieur et madame tout le monde, qui décident que pour son petit portefeuille privé, décident de mettre de l'argent dans des placements ou dans des fonds à valeur qu'on appelle ESG élevé, ils peuvent le faire parce que les banques ont compris que c'est un mouvement de fonds qui commence, qui ne fait que commencer, mais qui, je l'espère, va s'accélérer. Et donc, à ce moment-là, les banques réagissent comme n'importe quel commerçant. Ils veulent offrir des services qui vont répondre aux attentes des consommateurs. Il y a une diversité de produits intéressants maintenant, d'investissements propres. Êtes-vous d'accord avec ça, Sylvain? On commence à en voir. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça quand même. C'est encore difficile pour monsieur et madame tout le monde. C'est une question que j'ai vue passer là, dans la section questions-réponses. C'est encore difficile de faire toujours la part des choses. Là. Il y a certaines sociétés là, qui ont des fonds dits verts, là, qui ne sont pas si verts que ça. Mais comme citoyen, le système financier, il fonctionne parce qu'il y a des gens qui prêtent de l'argent puis il y a des gens qui empruntent de l'argent. Quand vous placez votre argent dans des fonds, vous avez le gros bout du bâton. Vous faites partie de ceux qui prêtent de l'argent à ceux qui en ont besoin. Et les banques font de l'argent dans le milieu là-dessus, sur ces transactions-là. Donc, posez des questions, allez demander aussi vraiment les détails. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing, d'enverdissement. Il faut demander les détails. Ça prend des mesures de contrôle. On a des audits financiers qui sont des standards internationaux. On a besoin, c'est ce qu'on appelle les mesures extra-financières. On a besoin de contrôles et d'audits extra-financiers qui sont aussi rigoureux que les contrôles qu'on fait pour les finances. Et ça passe beaucoup par les fonds publics aussi. Je pense que les gouvernements, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ont des responsabilités sur leur propre utilisation des fonds. Et je comprends que ça peut être difficile on est en transition. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais une des responsabilités importantes de la transition, c'est de s'occuper des gens. Donc, on ne peut pas simplement dire à tous les gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, dans l'industrie qui génère plein de gaz à effet de serre, on vous abandonne, on ne fait rien pour vous. La responsabilité, c'est aussi de les accompagner dans la transition. Mais ce qu'on a vu dans certains secteurs, c'est que ce n'est pas impossible de faire la transition. Au contraire, et c'est même souhaitable. Ce qu'on a commencé à voir comme étude, c'est que pour chaque dollar qui est investi dans les énergies fossiles, si on aidait ce secteur-là à faire une transition vers les énergies propres, on aurait 3, 5 ou 7 dollars équivalents et emplois créés. Donc, pour chaque emploi qu'on déplacerait des industries fossiles, on pourrait créer entre 4 et 6 emplois dans les énergies propres. Donc on a un coup de volant à donner. Puis ça, moi, c'est ce que je déplore principalement, c'est que j'ai l'impression qu'on est trop timide dans nos actions. Et puis, ce sont les caisses de retraite, ce sont les fondations qui ont peut-être les coudées un peu plus franches qui vont faire les premiers gestes. Mais j'espère qu'on va voir une mobilisation générale des citoyennes, des citoyens, des organisations, mais aussi des fonds publics et parapublics. C'est juste trop important. Puis si ça n'arrive pas, j'ai écouté la partie que vous avez faite en anglais. Vous avez quelqu'un d'Extension Rebellion là, qui était là. Mais il faut se faire entendre. Quand il y a eu 500 000 personnes dans les rues l'année dernière pour la marche pour le climat, tous les politiciens voulaient être là. Fait qu'il faut se faire entendre. Il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie. On a la chance d'être au Canada, au Québec. Il faut se faire entendre. Puis on a une société qui est progressiste, mais elle pourrait l'être encore plus. Moi, c'est un peu ce que je déplore, qu'on est un peu sur les freins. Dans notre société, peut-être encore plus au niveau politique qu'aux autres paliers. Là. Merci beaucoup. Et Sylvain, je voulais vous poser une autre question sur
le rôle de la coopération multilatérale, par exemple à travers la CNUC ou des campagnes comme l'Alliance Powering Pascal que j'ai déjà mentionné. Quel rôle jouent ces formes de collaboration multinationale dans l'investissement durable et la transition énergétique? C'est super important parce que c'est un problème qui est planétaire, donc on ne peut pas le régler tout seul. Il faut être conscient qu'on est à l'échelle du monde. Là, on est un petit pays ici, même si le Québec, c'est une grosse province dans le Canada. Le Canada, c'est un petit pays. Donc, il faut travailler avec les autres. Puis moi je dirais que c'est presque aussi je dirais un hack social en quelque sorte. C'est que nul n'est prophète en son pays. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les autres et de dire voici ce qui se fait de mieux dans le monde. Puis, est-ce qu'on veut être parmi ceux qui font ce genre d'avancées qui peuvent être reconnus pour être les meilleurs au monde? Ou est-ce qu'on décide de ne pas participer à ces mouvements-là? Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de rester sur la ligne de touche et de ne pas participer dans la mêlée. Surtout qu'on a, au Canada, on a la chance d'avoir une des économies en recherche et développement les plus avancées au monde comparativement à notre population. Donc, on peut faire partie de la solution. On fait grandement partie du problème parce qu'on est aussi un des pays qui pollue le plus par capita. Mais on peut faire partie de la solution. Et donc, il faut de se mettre en lien, que ce soit en termes de recherche, de développement, de commercialisation ou même de mouvement citoyen. Il faut absolument se mettre en lien avec le reste du monde sur la planète. Surtout aussi parce qu'on bénéficie de privilèges, j'appellerais ça des privilèges climatiques au Canada. Il y a des gens qui vont souffrir énormément avant nous de par la crise climatique. Et ça sera notre responsabilité et celle du UK aussi et celle des autres pays progressistes d'accueillir les migrants de la crise climatique parce qu'il y en aura là. On va avoir des millions de personnes qui vont être déplacées, des dizaines, si ce n'est pas des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées parce que les conditions de vie seront plus propices aux humains dans l'endroit où ils vivent. Il faut se poser ces questions-là tout de suite pour être prêt à ça. Et ça, c'est des grands enjeux de société pour moi. Merci. Pierre, voudriez-vous ajouter quelque chose sur la coopération multinationale? Je pense que Sylvain est beaucoup plus éloquent que moi sur ce sujet et je ne considère pas que j'ai vraiment une expertise là-dedans. Comme je vous dis, chez nous, ça a été plus un mouvement spontané et puis qui s'est fait à l'intérieur de notre communauté. Et il n'y a pas eu vraiment de mobilisation avec des partenaires internationaux. Seulement pour vous dire peut-être que quand même, on sentait une pression qui venait de différentes organisations étudiantes qui nous posaient des questions à chaque année. Et je dirais que ça a quand même augmenté, je pourrais dire, un peu la cadence de notre réflexion, à savoir que c'était quelque chose qui avait des racines quand même profondes et qui était partagé par plusieurs instances au sein de l'université. Pardon, j'étais sur mute. Merci beaucoup. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens de tous les jours, favoriser le changement et convaincre les institutions d'investir durablement? Si vous avez une recommandation à faire à quelqu'un qui voudrait agir à présent, quelle serait-elle? Pierre, je commence avec vous. Bien, écoutez, moi, je pense que les étudiants ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils le pensent quand ils se mobilisent correctement et qu'ils font des représentations articulées comme ils sont capables de le faire. Je pense qu'ils ont beaucoup d'impact, beaucoup de poids. Et ça joue beaucoup, en tout cas chez nous à l'UQAM, on a une tradition, je pense, on a toujours eu une tradition où disons que ça brasse beaucoup chez nous. Et on en est fiers. Je veux dire, je pense que les grands débats se font chez nous. Et je pense que quand les étudiants posent des bonnes questions aux bons endroits, ça crée un momentum, ça fait une pression. Et à la longue, c'est cette pression qui, je pense, qui est porteuse d'action et de décisions qui vont se prendre à des niveaux plus élevés. Pour nous, vous savez, les fondations, on est toujours peu connus, méconnus au sein de nos universités. Je peux dire que le fait d'avoir fait cette déclaration et d'avoir pris cette décision-là, ça nous a permis de nous rapprocher de nos étudiants. Puis nos étudiants étaient fiers
C'est la première fois qu'on se faisait dire ça, nous, à la Fondation, qu'on recevait de tels messages, de dire, écoutez, on est content à l'UQAM que notre Fondation a pris cette décision-là, puis qu'on est les premiers au Canada et même voire les premiers en Amérique du Nord. Alors, et je peux vous dire, c'est une fierté aussi pour nous. Et Sylvain, quelles sont vos recommandations pour les citoyens de tous les jours qui veulent agir? Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années par quelqu'un bien connu dans le milieu environnemental, Laure Varidel, écrivait « Acheter, c'est voter ». Je pense que, comme le disait Pierre, on a nos ressources, c'est le temps, l'argent, l'énergie qu'on investit. Il faut choisir de déplacer son argent, son temps, ses énergies avec les organisations qui sont alignées sur nos valeurs. Et il n'y a plus d'excuses. Je pense que pendant des années, et Pierre en faisait la démonstration tantôt, là, on avait certaines excuses. « Ah, mais vous ne comprenez pas l'économie puis la finance, mais si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans une mauvaise position. » Ce n'est pas le cas. Moi, les discussions que j'ai avec d'autres gestionnaires de fonds, c'est que non, au contraire, ce sont des meilleurs placements. Les organisations qui sont plus diverses et plus inclusives performent mieux. Les gens très talentueux qui graduent dans les universités se cherchent des compagnies, des organisations, des projets qui sont alignés sur leurs valeurs. Et j'avais une discussion avec quelqu'un de Toronto qui travaille sur le fonds Amplify, qui est le fonds d'impact social, puis elle disait « Follow the talent ». Où est-ce que les gens talentueux veulent aller mettre leur énergie et leur temps? C'est pas, ils ne veulent plus aller travailler pour Shell ou pour Petro-Canada. Ils veulent aller travailler pour des organisations qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Et donc, la transformation, puis je reviens à cette idée-là qu'on est à l'ère du savoir puis à l'économie du savoir, c'est ça la ressource première. Donc, les gens ne vont pas vouloir aller travailler pour votre compagnie si cette compagnie-là, elle n'a pas les bonnes valeurs puis ça ne se désinvestit pas des énergies fossiles. Oubliez ça, les jeunes ne veulent rien savoir de ça. Et ce sont eux. Et ce qu'on a de particulier au Québec, pour prendre le contexte ici, c'est qu'on est à un point de bascule démographique. Pendant très, très longtemps, la majorité démographique au Québec, c'était les baby boomers. Moi, je suis juste entre les deux. Là. Moi, je suis une génération X. Mais là, les baby boomers prennent leur retraite. La génération X n'est pas si nombreuse. Et c'est donc la prochaine génération qui prend les rênes de leadership dans les organisations. Fait que je dirais aux plus jeunes, commencez donc tout de suite à vous entraîner à être des leaders d'aujourd'hui. Faites des regroupements dans vos universités, dans vos organisations, au travail. Lancez-le, le groupe de développement durable. Il y en a qui s'occupent du club social. Bien, vous, occupez-vous du club durable dans votre organisation. Fait que faites-le, relevez-vous les manches. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez trouver les gens comme vous. Puis ça, c'est ce qui est merveilleux avec l'Internet. On peut trouver des gens comme nous de partout sur la planète. Des gens qui font la même chose que vous et qui ont les mêmes convictions. Il y en a partout. Vous n'êtes pas tout seul. Au contraire, vous êtes beaucoup plus nombreux que vous pensez, mais peut-être plus silencieux. Là, je vous dirais en conclusion, c'est plus le temps d'être silencieux. C'est plus le temps d'être gêné puis de s'excuser comme des nice Canadians ou comme des gens. Non, non, il faut le dire haut et fort qu'est-ce qu'on veut et le réclamer. Et quand on réclame les choses, je retournerai au printemps érable qu'on a eu en 2012, là, quand les étudiants et les étudiantes ont dit non, c'est assez, ça n'a pas de sens. On a vu l'impact que ça a eu. C'est quoi notre prochain printemps érable au Québec? J'espère que ce sera pour la planète. Merci beaucoup. Donc, on est à la fin de la section de questions modérées. Donc, je passe maintenant aux questions des auditeurs. Et je vois qu'on a une que je vais lire maintenant. C'est un peu lié à ce que vous venez de dire, Sylvain. Comment avoir accès facilement aux investissements respectueux de l'environnement pour monsieur et madame tout le monde? Par exemple, ceux qui ont des REER simplement aux mêmes banques que leur compte chèque. Cette personne dit, la dernière fois que j'ai demandé à ma banque, ils n'en ont pas du tout. Alternativement, qu'est-ce que le public non connaisseur peut aller, où est-ce que le public non connaisseur peut aller pour faire des investissements? Si je vous dirais, si votre banque n'en a pas, allez en voir une autre. Posez la question. Oui. Il y a des banques maintenant, juste pour en nommer deux, puis il y en a d'autres qui doivent l'avoir. La Banque nationale et Desjardins maintenant
proposent des investissements qu'ils appellent ESG. Je comprends que ESG, il faut faire attention, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu comme un branding, là. Bon, c'est l'impact qu'a le fonds sur l'environnement, société et aussi la gouvernance de ce fonds-là. Là, on donne une note globale pour ces trois éléments-là. Il faut voir de quelle façon qu'elle est pondérée, là, qu'il est pondéré, ce pourcentage-là. Mais c'est quand même, je trouve que ce sont quand même des produits qui deviennent intéressants. Et quand vous demandez à votre banque, puis vous dites, écoutez, moi, si je viens chez vous, je veux m'assurer que ce soit dans ce genre d'investissement-là. Maintenant, on peut en trouver. C'est vrai, Sylvain avait raison tout à l'heure de dire qu'il faut faire attention, ce n'est pas si évident que ça, mais ça s'en vient. On développe le produit parce que la demande est là. Ouais, donc, tant que les consommateurs vont le demander, eh bien, les banques vont se forcer à le fournir et à l'offrir. Oui. Je pense que c'est ça. Tu sais, on dit les banques comme si c'était des trucs amorphes, là, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des directrices des finances, il y a des directeurs des finances à qui vous parlez qui s'occupent de votre compte. Demandez-leur, Ginette, qu'est-ce que tu fais avec mon argent quand je le mets dans ta caisse? Où il va où? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce que tu as des rapports? Est-ce que ton organisation, elle est imputable? Est-ce qu'elle peut m'expliquer où vont? Puis si tu ne peux pas me l'expliquer, toutes les autres institutions financières vont vouloir m'accueillir à bras ouverts parce qu'ils savent combien ça coûte de déplacer quelqu'un. Fait que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de demander, de dire, si vous êtes dans les caisses populaires ont des conseils d'administration par caisse populaire. Vous pouvez vous impliquer sur ces plus petits comités-là aussi. Juste de dire, ben nous, comme citoyens, comme payeurs de taxes, comme consommateurs, on veut savoir qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Puis, en quelque sorte, c'est vrai pour l'ensemble des produits et des services aujourd'hui. Il y a des compagnies, par exemple, de vêtements qui se sont transformées pour être certains que toute la chaîne d'approvisionnement, elle est durable et qu'elle est responsable et qu'elle est éthique. Mais je pense que ce genre de questions-là, ça se pose à toutes les compagnies, qu'elles soient des compagnies financières ou autres. OK, parfait. Prochaine question de notre auditeur. Quel rôle le gouvernement joue-t-il dans tout cela? Comment pouvons-nous les amener à mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, par exemple? C'est une grande question. Pierre? Écoutez, complètement mettre fin, je ne sais pas comment ça va arriver, dans le sens que moi, je pense que, comme disait Sylvain, il faut accompagner aussi les compagnies dans la transition. Il va y avoir une transition, on a besoin de cette transition. On ne peut pas du jour au lendemain dire qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'autobus, il n'y aura plus. On ne peut pas. Mais il faut accompagner ces compagnies-là. Et quand ces compagnies-là, on le fait d'une façon intelligente et ils voient qu'il y a une possibilité pour elles d'avoir vraiment un projet d'affaires intéressant, ils le font, elles sont heureuses de le faire. Alors, mais ça prend un objectif. Il ne faut pas juste le faire en donnant quelques subventions à gauche et à droite. Il faut le faire avec un objectif, c'est-à-dire où on veut amener la compagnie vers des objectifs de modifier son plan d'affaires, de modifier son pourcentage d'activité dans un avenir qui est déterminé. Oui. Alors, je pense que c'est ça. Je pense que de plus en plus, les gouvernements sont sensibles à ça. Le gouvernement du Canada est un peu coincé. Parce qu'il y a deux réalités au Canada. Il y a la réalité, je pourrais dire de l'Ontario, du Québec et la réalité des provinces de l'Ouest. C'est une autre économie. C'est comme deux économies dans un pays. Ce n'est pas évident pour le gouvernement fédéral. Alors, il essaie de ménager à la fois la chèvre et le chou. Et donc, ça ne fait pas nécessairement des bonnes recettes. Le Québec, on est chanceux. C'est facile au Québec. On est le premier producteur d'énergie verte, malgré quand même l'hydroélectricité a un impact sur l'environnement, on le sait maintenant, mais quand même beaucoup moins que l'énergie fossile. C'est une question qui est complexe, mais ça prend un plan de la part du gouvernement. Il faut qu'on sente que le gouvernement est déterminé et veut amener l'industrie à un objectif. Oui, puis il y a deux leviers. Il y a le levier financier, c'est-à-dire que pour l'instant, pour chaque dollar qu'on donne pour les énergies vertes, on en donne 10 pour les énergies fossiles. On pourrait juste ramener ça à 1, on en sauverait 9, ou à 10, mais j'aimerais mieux qu'on en réduise 1, ou à 5 peut-être. Mais aussi, il y a les leviers réglementaires. Puis là, il faut vraiment se tourner vers l'Europe. Je pense que l'Europe est clairement en avance sur ce qui se passe en Amérique du Nord en termes de réglementation. Par exemple, toutes les compagnies en France, les compagnies publiques doivent, dans leur rapport annuel, faire un état des risques qui sont liés, des risques carbone, des risques climatiques dans leurs activités. Donc, c'est obligatoire maintenant de faire ce genre
de représentation-là. J'espère que ça va s'en venir ici, mais on peut certainement regarder du côté réglementaire de l'Europe et de voir, c'est ça, de façon, est-ce qu'on peut avoir, c'est un peu la carotte et le bâton, hein? Les subventions, c'est la carotte, puis la réglementation, c'est le bâton. Je ne pense pas que c'est juste un ou juste l'autre. Généralement, ce qu'on a vu en Amérique du Nord, c'est que ça prend les deux pour que ça fonctionne. OK. Et j'ai une dernière question d'un participant qui dit si je veux faire des donations, y a-t-il des fondations qui sont reconnues pour avoir un plus grand impact sur le dollar? Impact, je suppose, sur l'environnement. Oui. Je lis, mais c'est. Oui, oui, d'après moi, c'est impact sur l'environnement. Bien, écoutez, je pense qu'il y a des fondations intéressantes là, au niveau qui font la promotion de l'environnement. Peut-être que Sylvain, là-dessus, les connaît encore mieux que moi. Mais je pense qu'il existe de telles fondations assez reconnues au niveau canadien et au niveau même nord-américain. Oui, ben on a la Fondation Suzuki, on a Équiterre ici au Québec, mais les fondations universitaires ne prennent pas que les dons des étudiants et des alumni non plus. Les fondations qui ont pris le temps d'avoir des déclarations, et si vous allez sur le site web, c'est clair leur positionnement par rapport à l'investissement ou pas dans les énergies fossiles et aussi ce qu'ils font comme soutien à l'investissement. Là, tantôt, je parlais de la Fondation Trottier, la Fondation McConnell le font aussi, mais il y en a plein d'autres qui ont ça. Regardez sur le site de Fonds d'action, il y a toute une section là, sur l'impact climatique. Ça, c'est des fonds de travailleurs, mais ça aussi, c'est ouvert à tout le monde. Si vous mettez vos REER là, vous avez vous avez encore des crédits d'impôt. Fait que je pense qu'il y a une panoplie de produits, mais on arrive à la fin de l'année. Les REER, ça va être, tout le monde va se poser des questions, on va faire ses impôts l'année prochaine, quelque part autour du mois de mars. Bien, pour une fois, je vais dire faites vos recherches, ça va être une bonne phrase, mais posez des questions et informez-vous. J'espère que des groupes aussi comme Protégez-vous et d'autres, il y avait fait il y a quelques années là, une enquête pour les consommateurs pour savoir quels étaient les fonds vraiment verts. J'aimerais ça, je lance ce défi là, aux journalistes, aux médias, aux gens qui font de l'information publique, de nous aider à prendre ces décisions-là. C'est ce que je trouve. C'est une belle évolution quand même par exemple, si on écoute quelque chose comme RDI Économie, ils vont de plus en plus parler de ces sujets-là, ce qui étaient des sujets qui étaient comme jamais abordés dans les dernières années. Fait que je pense qu'il y a une évolution aussi dans les médias. Puis les médias ont un rôle important à jouer sur l'information pour les citoyens et d'aller faire des enquêtes puis de poser des questions et de savoir est-ce que votre fonds il est vert pâle ou il est brun, comme certains m'ont dit. En fait, j'ai menti quand j'ai dit que c'était la dernière question parce qu'il nous reste une de Jack Laprise qui dit « Bonjour, je trouve que même les caisses n'ont pas de fonds à la mesure des défis. Ce sont des fonds qui disent non à X ou Y, mais pas assez d'offres de secteur porteur, par exemple, ferme biologique, R&D en batterie. Quels sont les fonds avant-gardistes à venir pour investir localement? » Oui, il y a toute une série de fonds. C'est une chaîne de financement. Pour soutenir ce genre de projet-là, ça prend des plus petits fonds. Chez Second News, on travaille sur ce genre de fonds-là, des petits fonds de quelques millions de dollars qui vont investir dans les innovateurs, dans les chercheurs, dans les gens qui vont avoir ces idées-là. Ça prend aussi des grands fonds institutionnels qui vont appuyer ce genre de projet-là. Mais je l'ai mentionné tantôt, là, mais au Québec, on est vraiment bien équipé. La plupart des grands fonds institutionnels au Québec vont faire ce type d'investissement. Ce qui est difficile, c'est de passer de l'idée à la première version à j'ai besoin de 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour bâtir mon usine ou mon projet. Mais ce n'est pas par manque de volonté ou par manque de bonnes idées et de bons projets qu'on ne s'y rend pas. On a besoin de faciliter le processus pour faire ça. Et pour ça, ça prend du soutien de long de toute la chaîne de financement, du prêt de 25 000 qu'on va aller chercher à la banque ou même de la subvention qu'on peut aller chercher jusqu'à des investissements privés pour amener ça vers des investissements publics par la suite. Souvent, la réalité aujourd'hui, c'est que pour avoir des investissements publics, ça prend des investissements privés. Fait que la réalité, c'est souvent une combinaison des deux. Même il y a plusieurs subventions pour aller chercher, ça prend certains investissements. Donc, je pense que c'est aussi un appel au secteur financier de s'impliquer là-dedans. Mais si on regarde, on parlait de la Banque nationale tantôt, Desjardins sont super impliqués dans ces secteurs-là aussi. C'est vrai aussi pour les grands fonds de travailleurs au Québec.
Donc, je pense que c'est plus de catalyser notre énergie puis de travailler mieux ensemble pour que ça soit un bénéfice collectif. Puis moi, je pense que c'est une bonne conclusion. Ce qu'il faut faire, c'est de mieux s'organiser, de mieux communiquer. Une belle citation que j'ai entendue en fin de semaine, c'est qu'un chef d'orchestre, c'est celui qui aide les musiciens à bien s'écouter les uns les autres, pas nécessairement à les faire jouer. Fait qu'on a besoin aussi de faire ça. On a besoin de mettre les gens ensemble puis de les amener dans la même direction. C'est une action collective que ça nous prend. J'aime. Ah, Pierre, est-ce que vous avez quelque chose à... Non? Non, je crois que, écoutez, c'est très bien dit. Moi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Je pense quand même qu'il y a des progrès, il y a une réflexion qui est entamée. Et nous, ce qui nous a convaincus chez nous, en tout cas, je crois qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui peut-être prend du temps à partir, mais qui est parti. Et quand on voit les banques réagir maintenant comme elles le réagissent, c'est-à-dire en offrant des nouveaux produits, qu'on voit certains secteurs de l'économie qui se réveillent, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de se réveiller. Bon, parfait. Merci beaucoup à nos deux panélistes pour cette discussion si importante et engageante. Ce fut vraiment un honneur pour moi de vous rencontrer tous les deux et d'avoir cette opportunité de modérer la discussion. Désolée pour mon mauvais français. C'était plus facile en anglais il y a quelques heures, j'avoue. Mais je voudrais également remercier la Maison du développement durable et le projet de réalité climatique d'avoir organisé cet événement. Restez à l'affût des autres programmes en les suivant sur les liens présents dans le chat. Et bien sûr, merci à vous toutes et à tous d'y avoir participé. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.